Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans cette vidéo de découverte des nouveautés de DxO Photolab 6. Donc on est jeudi 6 octobre, DxO a annoncé hier la disponibilité de la version 6 de DxO Photolab et aussi de son extension pour les déformations optiques en version 4. Là je parle juste de Photolab. Alors c'est le début du salon de la photo aujourd'hui, donc je pense qu'évidemment c'était fait exprès de synchroniser l'événement. Vous savez, DxO est un éditeur français. Donc le premier truc, c'est pour le traitement des images, l'introduction d'un nouvel espace colorimétrique. Donc je vais prendre cette photo ici, où il y a beaucoup de rouge et de orange. Alors c'est une image qui est stockée sur mon ordi en réseau, ce que je vous déconseille de faire, mais c'est pour ça que vous voyez ici des petits points d'interrogation sur des images DNG qui ont été générées par Lightroom en HDR, donc ça c'est normal, DxO ne les supporte pas, si vous ne le saviez pas je vous le dis au passage quand même. Et ensuite, voilà, vous avez ces petits aperçus ici, c'est parce que l'image est stockée en réseau, donc ça vient pas de DxO, c'est juste que, évidemment les photos, il vaut mieux les retoucher en local et sur un SSD. Donc, comment ça se passe pour voir un peu le profil de couleur. Donc vous voyez qu'ici je suis sur les outils élémentaires, donc quand je vais dans les différents onglets, je vais trouver les différentes familles d'outils, et donc en fait on va aller sur le deuxième onglet, et on voit qu'on a en haut espace colorimétrique de travail. Et donc on a l'espace colorimétrique classique, l'ancien, et on a DxO White Gamut. Et vous voyez que quand même ça change pas mal les choses, et ça va être en particulier visible lorsqu'on va s'approcher des couleurs primaires, en particulier le vert et le rouge, un peu le bleu aussi, mais par exemple ici, si je me remets sur l'ancien, voilà, vous voyez que on n'a pas du tout les mêmes transitions entre les tons foncés et les tons clairs, et en particulier quand on va chercher les couleurs saturées. Si je vous donne une image qui est, on va dire, un peu plus banale, donc avec des conditions de lumière peut-être un peu moins spectaculaires, vous allez avoir ici une différence. Vous voyez essentiellement sur le bleu. Finalement, sur le reste, il y a aussi une question de contraste général, mais c'est surtout sur le bleu en fait qu'on va avoir des différences. Donc en gros, beaucoup sur les couleurs primaires, par exemple ici, si je prends ce vert, entre le White Gamut et le classique, voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de transitions et de couleurs autour de la couleur primaire. Donc en gros, c'est similaire à ce que fait le Profoto RGB, sauf qu'en fait le Profoto RGB, il va exprimer dans le fichier des couleurs qui ne sont même pas visibles ni affichables. Donc elles sont codées, elles sont toujours là, mais elles ne sont pas visibles. Imaginez en fait le Profoto RGB, sauf qu'au lieu d'avoir des points extrêmes, des extrémités qui vont au-delà de ce qui est observable par l'œil humain et de ce qui est représentable par un écran, en tout cas aujourd'hui, peut-être que dans 15 ans on aura des écrans, ou même avant, je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui il n'y a pas d'écran qui peut couvrir le Profoto RGB. En fait, imaginez ce Profoto RGB, on ramène les points, en particulier donc le vert et le rouge, sur le spectre visible, en gros. Donc ça permet d'avoir quelque chose de un peu plus réaliste, pour en fait mapper les tons qui sont dans le fichier brut sur un écran. On fait moins de grand écart sur les extrémités, en particulier, donc les extrémités sont les couleurs primaires. Donc pour ceux qui font du coucher de soleil, qui ont des dominantes de couleurs très crues et des couleurs saturées, c'est évident que ça va être quand même assez intéressant. Si je prends ici, alors là je suis sur du CR2, je prends une photo qui est issue d'un bracketing, vous voyez que entre le classique et le wide, pareil, donc dès qu'on va être sur des trucs très très clairs où c'est finalement assez peu saturé, il se passe pas grand chose, mais dès qu'on va dans la couleur, je vais retrouver en fait beaucoup plus d'informations, en tout cas plus de transition dans les informations quand je vais aller chercher le nouveau DxO White Gamut. Alors il est présent par défaut évidemment maintenant, il n'y a pas besoin de le sélectionner, c'est le cas par défaut. Et voilà, c'était particulièrement visible sur la photo de Lara que je vais vous retrouver, hop, c'était par là. Donc en particulier, voilà, dès qu'on a rouge, orange, avec des transitions entre des couleurs très saturées autour du rouge, orange et magenta, donc tout ça c'est très proche, hein, vous voyez sur la roue chromatique. Vraiment il y a une différence énorme entre ce que l'on avait avant et ce que l'on retrouve maintenant. On va avoir de vraies différences entre le magenta, le orange et les rouges, là où en fait avant,
finalement tout était orangé, quoi. Et donc ça veut dire qu'on perdait quand même beaucoup de détails de couleurs en utilisant un profil qui était inférieur. Donc ça c'est la première grosse nouveauté. Je vous montre celle-là en premier parce que c'est quand même celle qui va définir comment vos photos s'affichent, donc c'est quand même pas rien. Ensuite on a un nouvel algorithme, alors pas un nouvel, mais une amélioration de Deep Prime, qui est l'algorithme de débruitage, algorithme qui est vraiment exceptionnel, enfin que je trouve vraiment exceptionnel. C'est si je prends une photo quand même, si possible autour de... Alors la photo va pas être jolie, hein, c'est-à-dire que c'est pas très intéressant ce que je vous montre en termes de photographie, mais si je reviens dans la photothèque, on va juste regarder de prendre celle qui a le plus de montée en ISO. Je pense que sur mes photos du Mont Saint-Michel, ISO 2000, je dois en avoir une à 3200, 2500, 3200, voilà, on va aller dans celle-là. Donc le sujet n'est pas très intéressant, mais forcément, alors c'est du Canon EOS R, donc bon, ça bruite, mais ça bruite pas de dingue non plus. Donc on va prendre, on va se mettre, hop, ici, on va aller chercher la tonalité sélective, donc on peut activer le Smart Lighting, et ensuite, tonalité sélective, on va déboucher les ombres. Voilà, et donc évidemment quand on zoome, alors normalement le bruit, si vous regardez mes vidéos vous le savez, il faut l'apprécier à 100%. Donc là vous avez évidemment quelque chose qui était complètement noir, et c'est très bruité, évidemment. Donc si on va dans le troisième onglet, on va retrouver donc les technologies de débruitage. Donc on a le haute qualité, qui est le truc par défaut. On va avoir Prime, qui était présent dans la version Elite, à partir, si mes souvenirs sont bons, de la version... dès le début jusqu'à la version 4, et je crois que c'est à partir de la 5. Donc c'était l'an dernier, la grosse nouveauté qui était Deep Prime, qui n'était visible, donc ici il faut bien faire attention, que dans la fenêtre d'aperçu, parce que ça demande quand même pas mal de travail au moteur de rendu. Et enfin Deep Prime XD, où en fait le dématrissage va se faire en même temps que l'augmentation des détails, que du débruitage et l'augmentation des détails. Et en gros, donc c'est toujours du machine learning, ils y ont donné à manger des millions, si c'est pas des centaines de millions d'images, je sais plus combien, enfin beaucoup, pour que le logiciel sache reconnaître les motifs et savoir quel type d'accentuation des détails appliquer. Et donc là du coup vous avez non seulement un débruitage exceptionnel comme c'était déjà le cas l'an dernier, mais en plus vous allez retrouver du détail, ce qui était pas forcément le cas l'an dernier. C'était pas non plus soft, c'était pas flou, mais vous allez avoir plus de détails que l'an dernier. Donc ça va considérablement augmenter le temps de rendu. J'ai pas fait des tonnes de tests pour cette vidéo, je vais pas faire un benchmark, parce que bon, on a tous des machines différentes et on n'a pas tous le même workflow. Mais c'est du genre 2 fois plus long. En gros, dans ce que j'ai observé, c'est entre un Deep Prime, qui était lui-même aussi plus long quand même que Prime, mais entre un Deep Prime et un Deep Prime XD, c'est 2 fois plus long. Alors attention, on parle en secondes, hein, je prends pas 3 heures pour sortir une photo. Ici, j'enregistre sur un Mac Mini M1, donc vraiment une toute petite machine, et ça reste quand même confortable. Le seul truc qui, moi, m'énerve un tout petit peu, c'est plus les performances dans la photothèque et dans l'interface en général. Donc là, vous voyez que par exemple, le clic sur Photothèque, il m'a fallu 2 secondes pour l'afficher. C'est pas l'interface la plus réactive du monde. Là, par exemple, quand je défile, vous voyez, quand je change notamment l'échelle des images, voilà, il y a quand même une latence très très notable. Et non, ce n'est pas dû à l'enregistrement de ScreenFlow qui arrange rien, certes, mais qui est, voilà, ça vient pas vraiment de là. Et sachant que sur cette machine, Capture One et Lightroom, Lightroom classique j'entends, parce que Lightroom tout court est pas spécialement très véloce non plus en termes d'interface, mais en tout cas Lightroom classique et Capture One ont des interfaces qui réagissent beaucoup plus rapidement sur du M1, en tout cas. Donc c'est certes l'entrée de gamme chez Apple, mais M1 est quand même vraiment une très bonne architecture, et ça devrait pas faire ça quand même. Donc mon coup de gueule il est plus là, mais pour ce qui est de l'algorithme lui-même, donc il faut exporter l'image pour voir le résultat sur l'image à 100%, et vous allez voir que sur des détails comme ça, notamment ici, là c'est de la pierre, donc là ce qu'on a dans la fenêtre, ce n'est pas Deep Prime XD, c'est ici qu'on va bien pouvoir l'observer, donc il faut vraiment se mettre à un endroit, voilà, où on va avoir du détail. Il vous montre ici à 100%, et toute la texture de pierre qu'on va retrouver entre Deep Prime et Deep Prime XD, c'est ce qui va faire la différence entre la version 5 et la version 6. Donc ça dépend des photos évidemment, tout ce qui va être photos sous-exposées avec haute valeur d'ISO, et sur des éléments qui sont texturés, donc de la pierre, des végétaux, enfin des trucs qui sont fins
et qui sont pris d'un peu loin, donc forcément à la distance, du bruit sur une texture fine, ça pose du problème. Donc quelque part il faut la réinventer parce que forcément elle n'a pas été prise par le capteur. C'est là où le machine learning peut se dire, peut retrouver des détails que vous-même vous n'avez pas vu à la prise de vue. En tout cas que l'appareil photo, le capteur n'a pas vu à la prise de vue. Vous pouviez savoir qu'il y avait une texture de pierre, mais dans une bouillie de bruit, le capteur lui il savait pas. Donc le fait qu'ils aient entraîné en fait un réseau neuronal pour réinventer ces détails au moment du dématrissage, c'est quand même très bien vu. Et c'est ce qui fait, selon moi, comme j'ai dû vous le dire l'an dernier, tout l'intérêt de DxO. C'est-à-dire en gros tous ceux qui travaillent avec des photos avec du bruit, parce que vous faites des photos la nuit, parce que vous faites de l'astrophotographie, parce que ou parce que vous avez un appareil où vous êtes obligé de monter beaucoup en ISO, vous n'avez pas forcément l'optique, tout un tas de conditions qui font qu'on a besoin de lumière, tout simplement, dans des environnements qui n'en ont pas. Du coup on fait monter du bruit. L'amplification du signal est inéluctable quand on monte en ISO. Vous n'oubliez pas qu'en numérique, c'est pas comme en pellicule, on n'a pas différents capteurs pour différents ISO, on ne change pas le capteur pour qu'il soit plus sensible, on dit au capteur d'amplifier le signal. C'est quand même pas la même chose qu'à l'époque de l'argentique, ou entre une pellicule 200 ASA ou 3200 chez Ilford par exemple. En fait, le procédé chimique était pas le même pour fabriquer la pellicule, bien sûr, sur la surface. Et évidemment, le procédé n'était pas le même non plus au niveau du développement, mais surtout la pellicule n'était pas la même. Là, le capteur, c'est le même quand on shoot à 200 ISO ou à 3200. Ce qu'on lui demande, c'est de plisser un petit peu les yeux et d'essayer d'y voir un peu plus fort. C'est que, je vulgarise, mais en gros, c'est ça, on amplifie le signal. Et en amplifiant le signal, on amplifie tous les défauts qui vont avec ce qu'il a vu à l'origine, tout simplement. Et là, DxO est exceptionnel là-dessus, quoi. Donc c'est, selon moi, les deux grosses nouveautés. Un nouveau profil qui fait quand même un super bon travail sur les couleurs primaires et les couleurs saturées en particulier. Et l'algorithme de débruitage qui était vraiment très bon, qui est vraiment devant toute la concurrence et qui a été encore plus amélioré. Ensuite, vous allez retrouver des améliorations dans les champs IPTC pour les métadonnées. Vous allez trouver des améliorations dans la gestion de projet pour créer en fait une hiérarchie dans le projet, ici avec un groupe de projets. Donc on peut mettre des projets dans des projets si vous préférez. Et il y a un truc quand même qui a été amélioré, et cette fois-ci on va parler de retouches locales. Donc là, voilà, quand je reviens dans le répertoire, j'ai pas encore téléchargé tous mes profils, ce qui est quand même plutôt l'intérêt de DxO, mais là je vous fais juste la vidéo pour vous montrer les nouveautés, donc je suis pas dans une situation où je fais de la retouche sur mes photos perso. On va prendre cette image et en fait on va trouver un nouveau outil, enfin pas nouveau mais un outil amélioré de correction des détails. Donc si par exemple je m'avance là-dessus et que je prends cet outil là-haut, donc le petit pansement, donc sur le pansement on va augmenter la taille, et en fait quand je prends un coup de pinceau ici, donc on peut toujours le mettre en réparé ou en dupliqué, donc si je me mets dupliqué, il va dupliquer les pixels, mais en fait vous pouvez ajouter à ce coup de pinceau, vous pouvez gommer dans ce coup de correcteur, et vous pouvez faire une transformation. Donc je vais remettre ici, vous avez vu du coup il n'était pas content, donc ce qu'on va faire c'est, on va mettre voir les masques, donc vous voyez ici j'ai la petite épingle, donc on va pouvoir lui dire où on va vouloir en quelque sorte sampler, et on peut aller dans la transformation. Donc ça c'est quand même aussi assez inédit, j'ai jamais vraiment vu ça ailleurs. Et vous voyez que du coup je vais pouvoir le transformer, et si j'ai envie d'essayer de faire correspondre la trace à mon coup de correcteur, on va pouvoir le faire. Alors ici évidemment le mieux ce serait quand même de lui dire tu sais quoi, tu prends un endroit où il n'y a pas la trace, et du coup la trace elle est interrompue, et on peut mettre un deuxième coup de correcteur à un autre endroit pour cacher ce bout là. Mais vous voyez, ça me donne quand même pas mal d'options finalement pour mélanger un petit peu mes coups de pinceau, quoi. Donc si maintenant j'en fais un nouveau, donc celui d'à gauche c'est pour faire un nouveau masque, celui à droite c'est pour ajouter au masque, hein. Donc il faut bien faire attention à ça. Vous voyez là, si je reclique, je fais un troisième en fait, alors que moi ce que je voulais c'était juste sélectionner celui-là et le déplacer, donc faites attention. Et on a évidemment donc toujours les options d'opacité, de contour progressif, si on veut faire des lissages pour pas que les textures se répètent. On va revenir sur notre premier, pareil, boum, petit contour progressif. Peut-être pas trop parce qu'on va finir par voir le bateau à l'origine. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur fermer.
Donc j'aurais pu faire probablement un meilleur boulot sur le dernier, mais il y a plein d'options maintenant pour améliorer ces coups de tampon. Et vous voyez que les performances sont quand même plutôt bonnes au niveau du zoom et au niveau du correcteur. Ça s'affiche quand même assez rapidement. Donc quand je reviens ici dans Retouch, donc je vais prendre l'outil, on retrouve tout de suite les épingles et dès qu'on clique, voilà, c'est quand même assez réactif. Là où par exemple Lightroom est toujours aussi mauvais sur le correcteur. Donc ils ont changé les masques l'année dernière. Mais il reste toujours le correcteur, donc c'est bien de voir DxO dégainer en premier. Je pense toujours que le correcteur de Lightroom est merdique et que celui de Capture One est pas bien mieux. Là, au niveau de l'algorithme, c'est pas complètement dingue, donc c'est pas du contenu pris en compte avec une vraie recréation des textures en fonction du détail environnant. Enfin bref, on n'est pas encore sur un truc, c'est pas Terminator, mais cette option de pouvoir gommer, ajouter et surtout transformer avec voilà, des symétries et tout en un clic, ça permet quand même de faire varier ces coups de temps, ces coups de correcteur et d'éviter d'avoir toujours des coups qui se ressemblent. Ce qui, dans certaines photos où il y a des motifs géométriques, est quand même un petit peu embêtant. C'est du coup pas très facile de faire une retouche assez propre et avec des coups de tampon assez variés. Donc ça, c'était voilà, pour la petite amélioration de retouche locale. Bon, il y a toujours les retouches avec l'affichage tête haute. Bon, ça va pas bouger, mais voilà, ça, essentiellement, les trois grosses nouveautés, elles sont là en termes de développement, c'est-à-dire donc le nouveau profil de couleur, le nouvel algorithme de débruitage, en tout cas l'amélioration de l'algorithme de débruitage, et cette amélioration du retouch, donc du tampon. Maintenant, ce qui serait génial, donc des pistes pour DxO7, ce serait que ce tampon prenne vraiment le dessus sur la concurrence avec ce qu'on a dans Photoshop, donc le contenu pris en compte, c'est-à-dire non pas un mélange de la source et de la destination comme je l'ai fait ici, avec quelque chose de très diffus, mais une vraie analyse du contenu environnant et une recréation de texture. Pourquoi pas avec du machine learning par exemple. Alors je sais que ça va impliquer de gérer les fichiers bruts différemment, parce que là en fait ce que fait DxO, donc vous avez les fichiers annexes dans le répertoire où vous retouchez, ça décrit le développement que vous faites, mais finalement ça n'ajoute pas des pixels. C'est évident que faire un contenu pris en compte, par exemple, ça veut dire qu'il faut inventer de la matière qui n'est pas présente dans le fichier brut, et ces données, il faut bien les stocker quelque part. Donc je comprends la contrainte, mais c'est le principe de l'ingénierie. Vous avez probablement des ingénieurs qui vont savoir comment faire ça, mais pour l'utilisateur, voilà, c'est ce qu'on attendrait d'une prochaine version. En tout cas, pour le débruitage, maintenant, je me demande jusqu'où ils vont pouvoir aller, parce que c'est tellement bien, c'est tellement bon que hop, j'ai un petit déplacement en cours, hop, voilà, on va cliquer et on fera ça plus tard. Donc c'est déjà tellement bien D'Prime que je vois pas jusqu'où ça va aller. Et juste un petit truc, le D'Prime XD apparemment n'est pas compatible avec certains appareils Fuji, ou en tout cas peut-être tous les capteurs X-Trans de chez Fuji. Donc je sais pas, c'est à vérifier, j'en ai pas, donc je peux pas vous dire. Moi j'ai du Canon et du Sony. Mais j'ai pas pu tester sur Fuji. Enfin, j'ai vu certains utilisateurs qui ne pouvaient pas activer D'Prime XD sur Fuji, donc voilà, c'est à savoir. Mais en tout cas, c'est vraiment très bon. Alors, autre nouveauté pour ceux qui font de l'impression, donc en gros qui font des tirages de leurs photos. En fait, on va aller sur le deuxième onglet et on va avoir maintenant la possibilité de faire ce qu'on appelle du soft proofing, c'est-à-dire en gros de voir les images à travers un certain profil. Donc épreuvage écran, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps dans Lightroom et aussi dans Capture One, donc c'est bien de s'être mis à niveau. Donc il dit ici qu'il vous conseille en faisant des retouches de le faire sur une copie, parce qu'évidemment quand on fait des retouches en regardant à travers un profil différent, c'est quand même un peu dangereux, parce que vous voyez pas les couleurs, potentiellement pas toutes les couleurs du fichier brut, en tout cas pas comme il faudrait, ça peut ne pas être neutre. Donc on va cliquer sur OK. Ici par exemple je retouche en sRGB, donc forcément par exemple sur cette photo il ne va pas se passer grand chose de mal, mais il pourrait par exemple avoir des valeurs de bleu, si j'avais des bleus un peu saturés, ou des magentas qui disparaissent, du coup je fais de la saturation alors qu'en fait sur le fichier elles étaient là quoi. Voilà, exemple de pourquoi il faudrait plutôt retoucher sur une copie virtuelle, et pourquoi d'ailleurs il faudrait se dire je garde mon original et je retouche pour la sortie spécifique, par exemple sur un certain type de papier ou un certain type de matériel d'impression, par exemple un traceur ou un procédé d'impression. Retoucher directement en soft proofing sur le master, c'est donc un petit peu dangereux. Donc en gros, vous faites une copie, comme ça vous gardez votre truc original, et la copie vous l'optimisez pour votre sortie en particulier. Donc les profils ICC, évidemment, ils sont là. On peut aller chercher
tous les profils RVB installés et tous les profils CMJN installés. Donc si vous avez fait un profil pour votre machine sur laquelle vous imprimez, si vous avez un traceur, si vous avez l'habitude de travailler avec un certain imprimeur qui vous donne un profil avec un certain type de papier, etc. Bref, vous pouvez les installer. J'imagine que c'est déjà le cas si vous faites du tirage et vous allez les retrouver là-dedans, ou vous pouvez en sélectionner un à la main. Donc tout comme Lightroom et Capture One, l'épreuvage écran, vous avez tout de suite les bords blancs qui s'affichent, ce qui vous permet de voir que vous êtes en mode épreuvage, quoi. Donc voilà, encore une fois, le mieux c'est d'aller ici, de faire une copie virtuelle. Et cette copie virtuelle, vous pouvez aller lui faire un soft proofing. D'ailleurs, petit truc nouveauté, bon c'est pas un truc majeur, mais on peut enfin faire un libellé de couleurs. Je crois que c'était pas le cas avant dans DxO Photolab 5, donc c'est quand même une nouveauté. On a les notes, on a les mots-clés, on a enfin les libellés de couleurs. Peut-être que c'était là depuis le 5, je sais pas, mais il me semblait pas l'avoir vu. Dans DxO Photolab, encore aussi bête que ça puisse paraître, c'est enfin là. Donc en gros, par exemple, on va mettre un libellé de couleurs, par exemple orange, pour dire bon attention, cette version c'est la version avec épreuvage écran. Donc hop, petite alerte, oui je suis sur une copie virtuelle et vous voyez que j'ai une petite icône ici qui m'indique que je suis en train de regarder une version en épreuvage écran. Donc on va revenir à la version normale et je vais enlever ma copie virtuelle et on va retrouver notre image qu'on avait retouchée juste avant. Et donc je vais vous donner probablement la même conclusion que l'an dernier, à savoir, si vous êtes sur DxO Photolab 5, vous avez probablement pas vraiment un intérêt de dingue à faire la mise à jour vers le 6, sauf ceux qui ont vraiment absolument besoin de faire des gros travaux de débruitage, mais franchement ça ne concerne pas tout le monde. Pour ceux qui sont sur le 4, peut-être que là ça peut commencer à faire l'investissement, c'est-à-dire que vous avez tenu un an de plus, donc vous avez lissé votre achat ou votre mise à jour. Si vous avez fait la mise à jour du 3 vers la 4, donc peut-être que là ça peut commencer le coup de, voilà, ça peut on va dire valoir le coup de songer à faire la mise à jour et de payer la différence. Alors je connais pas du tout la politique commerciale, encore une fois je suis pas payé par DxO pour faire cette vidéo, je connais pas du tout les tarifs, donc je vais pas vous faire le service commercial. Il y a le salon de la photo là si vous êtes sur la région parisienne, donc vous pouvez peut-être aller les voir, j'imagine qu'ils y sont, mais je sais pas du coup s'il y a des mises à jour, depuis quelle version, est-ce qu'on peut faire une mise à jour à moins cher en fonction du 3, du 4, DxO 5. Alors évidemment il y a une mise à jour depuis le 5, ça je le sais, il me semble que c'est 80$, je suis pas sûr, hein. Mais bon, depuis les versions précédentes je sais pas. En tout cas, pour ceux qui sont vraiment sur d'anciennes versions, voilà, ça commence à valoir le coup. Si vous êtes encore sur DxO 3 par exemple, vous n'avez pas tous les outils de retouche locale, vous n'avez pas d'e-prime, vous n'avez pas le nouveau profil, enfin ça commence à faire beaucoup. Pour ceux qui sont sur le 5, peut-être que vous pouvez tenir une année de plus. Et dans tous les cas, dans le grand schéma des choses, comme on dit, DxO Photolab, c'est à mon sens surtout pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir un débruitage parfait, donc pour ceux qui font des photos avec beaucoup d'ISO et donc plutôt de nuit, pour ceux qui shootent par exemple en studio, qui font du portrait, qui maîtrisent leur lumière ou qui shootent, on va dire, dans des conditions normales. Le seul truc qui peut vous intéresser, c'est les déformations optiques. Évidemment, le moteur est inégalé avec les couples boîtier plus lentilles qui font la marque de fabrique de DxO, mais même ça, pour être honnête, je pense personnellement qu'on n'a pas besoin de ça pour faire de bonnes photos. Donc ça va l'être là aussi à réserver à ceux qui ont des focales, des objectifs assez particuliers qui déforment beaucoup et qui peuvent du coup se sentir un petit peu frustrés d'avoir des torsions sur leurs photos qu'ils n'arrivent pas à récupérer. Donc vous voyez, ça commence à faire des audiences quand même très ciblées, très particulières. Clairement, monsieur tout le monde n'a pas besoin de DxO Photolab, d'autant plus que c'est pas un excellent catalogueur, c'est fait pour développer et corriger des trucs, c'est pas vraiment fait pour classer ses images. Ok, il y a une petite gestion de projet, il y a des copies virtuelles, on l'a déjà vu dans mes vidéos précédentes, mais on est loin de ce que permet de faire évidemment Lightroom classique et de ce que permet de faire Capture One. Et c'est d'ailleurs pour ça que DxO est un très bon plugin en fait pour Lightroom, c'est-à-dire que vous l'appelez, vous lui balancez du d'e-prime ou des déformations optiques, et ensuite vous revenez dans Lightroom avec le résultat pour retoucher vos photos avec les outils de Lightroom, et surtout que le résultat s'intègre dans le catalogue finalement. Mais en tant que logiciel standalone, comme on dit en anglais, donc indépendant, ça s'adresse pas quand même à beaucoup de monde, quoi. Donc si après vous n'avez pas des besoins de cataloguer, vous êtes des photographes ou vous avez une production occasionnelle et vous n'avez pas besoin de trier des centaines de milliers d'images ou des dizaines de milliers d'images, ok, dans ce cas-là, ça peut faire le job.
N'oubliez pas que c'est quand même, je sais plus combien c'est la version Elite pour avoir 10 Prime, mais c'est pas donné non plus, hein. Ça doit être, je crois, 250 ou 300 euros dans la version la plus complète. Donc ça s'adresse pas non plus à quelqu'un qui fait ça comme un hobby, quoi. C'est-à-dire que si vous achetez autour de 300 euros, et si donc si la mise à jour est autour de 70-80, tout ça est à confirmer en détail sur le site, et vous faites ça chaque année, ça veut dire que quand même vous y mettez un petit prix, quoi, hein. N'oubliez pas que le Capture One est sensiblement sur le même ordre d'idée au niveau de prix, mais il y a un abonnement. Et bon, voilà, Lightroom, on va pas revenir sur le débat, mais l'abonnement photographie est à 10 balles par mois, quoi. Donc évidemment, au bout de 10 ans, ça fait des sous, mais si on prend sur un cycle de 3 ans, vous avez probablement finalement payé moins cher que de prendre des DxO plus les mises à jour chaque année. Donc ça fait un nombre de scénarios qui est quand même assez compliqué, pour une audience qui est quand même assez ciblée, donc je vous laisse vous positionner là-dedans et faire vos calculs. C'est très difficile de donner un conseil de but en blanc. Maintenant, la conclusion, est-ce que c'est un bon logiciel? Oui. Est-ce que ça apporte quelque chose au chemin public? Oui, carrément, en ce qui concerne la réduction du bruit. Et est-ce que les concurrents mériteraient de s'inspirer de ce que fait cet éditeur? La réponse est oui aussi, puisque le débruitage de Capture One et de Lightroom, par exemple, il est bon, mais il est très très loin de ce que propose DxO Photolab. Donc voilà, même conclusion, si vous avez besoin de débruiter, c'est imbattable. Pour tout le reste, il faut bien faire vos calculs parce que ça ne s'adresse pas à tout le monde. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous invite à le télécharger dans sa version démo sur le site de Photolab. Vous avez droit à 30 jours pour vous faire votre avis et à venir ensuite sur cette vidéo me poster un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye.